Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdo Santé sur Média. Nous parlons cette semaine d'ORL, otorhinolaryngologie, mais également de chirurgie de la face et du cou. Et c'est avec des experts de la question, professeur Adjoa Rite Pascal, vous êtes professeur titulaire otorhinolaryngologie et chirurgie de la face et du cou. Bonjour professeur. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir. Vous n'êtes pas seul. Nous avons également avec nous Dr Chatigre Richard. Bonjour docteur. Bonjour. Alors vous êtes également ORL, otorhinolaryngologiste, oui. Également chercheur en anatomie de la tête et du cou. C'est bien ça? Tout à fait. En tout cas, vraiment merci à tous les deux d'avoir accepté donc de nous parler de ce sujet qui sera donc au menu d'assises scientifiques très bientôt en Côte d'Ivoire, à l'initiative donc de 3 sociétés savantes d'otorhinolaryngologie dans le monde francophone. Et vous êtes le président du comité d'organisation, professeur Adjoa. Ces assises donc ont, j'allais dire, des enjeux fondamentaux. On va donc évoquer ces enjeux tout à l'heure, mais avant, on va faire mieux connaissance donc avec ces deux spécialités que sont donc l'ORL et puis la chirurgie de la face et du cou. Alors pour le commun du mortel, monsieur tout le monde, quand on parle d'ORL ou de la chirurgie de la face et du cou, c'est quoi? Bien, alors l'ORL c'est l'otorhinolaryngologie, c'est-à-dire la science et l'étude des maladies et des diagnostics et des traitements des maladies qui s'intéressent donc à l'oreille, le nez, les sinus, la gorge et le cou. Et la chirurgie de la face et du cou. Bien sûr, on va pas s'occuper des yeux qui appartiennent aux ophtalmos, du cerveau qui appartient aux neurologues et aux neurochirurgiens, et on va donc, voilà, et plus bas bien sûr, les pneumologues qui vont continuer notre voie dans ce ORL, dans la partie respiratoire, et puis les gastro-entéraux qui vont continuer la partie digestive, œsophage, etc. Donc voilà où nous nous situons donc dans cette sphère ORL. D'accord. Donc ce sont les maladies, vous l'avez, pour récapituler, les maladies donc des oreilles, de la gorge, du nez, des sinus et du cou. D'accord. Et comme on dit, souvent vous arrivez à travailler de concert avec vos autres collègues qui travaillent avec les yeux, puisque tout est ensemble. Exactement. Il se peut que ces pathologies demandent à ce que nous travaillions de concert avec les spécialistes dont je viens de citer, qui sont voisins. Alors ce sont des spécialités aujourd'hui qui sont, je vais dire, qui ont beaucoup évolué sur le continent africain. Mais est-ce qu'on peut savoir comment est-ce que ça a commencé, quel est l'historique de l'ORL en Afrique francophone, en Afrique dans son entièreté, et même la chirurgie de la face et du cou? Alors effectivement, c'est une spécialité qui a pris vraiment beaucoup d'essor le siècle dernier. Dans la partie du Maghreb, donc la partie nord de l'Afrique, avec la proximité avec l'Europe, c'est allé extrêmement vite dès les années 1920-1930. Mais il faut dire qu'au départ, c'était une spécialité confondue avec ophtalmologie ORL, ensemble. Ce n'est qu'aux alentours des années 50-60 que la division s'est faite et que l'otorhinolaryngologie a commencé donc à se développer. Et en Côte d'Ivoire, dans les années 60-70, ça a commencé à prendre de l'essor. Il faut dire qu'en Afrique francophone, au sud du Sahara, il y avait principalement 3 pôles: le pôle de Dakar avec le professeur Diop, le pôle d'Abidjan avec le professeur Été Ambroise, et le pôle de Cotonou avec le professeur Midji, et le pôle de Yaoundé avec le professeur Cissé Bengono, qui est d'ailleurs même originaire de la Côte d'Ivoire. Et puis à un certain moment, les maîtres, nos anciens, ont voulu se regrouper. Et c'est en 1986 que le professeur Léjean de Nantes a créé donc la Société internationale francophone d'ORL. D'accord. Donc venant de la Société française d'ORL. À cette suite-là, en 1988,
le professeur était sous son impulsion, était en boîte, a été créée la société ORL des pays francophones d'Afrique. Et enfin, la société ORL a suivi aux alentours de 1990, à peu près. Mais tout cela est arrivé parce que la spécialité a commencé à s'hyper spécialiser. Bien sûr. Il y a eu certains d'entre nous qui ont commencé à s'occuper des problèmes d'oreille, d'autologie, d'autoneurologie, des problèmes de nez et des sinus, la rhinologie, la chirurgie endonasale. Et d'autres ont commencé à s'occuper de la chirurgie du cou et surtout de la chirurgie cancérologique du cou. Certains sont allés en ORL pédiatrique, certains sont allés vers l'ORL sommeil, certains sont allés dans les explorations fonctionnelles, auditives ou vestibulaires. Et bon, ça fait que la spécialité aujourd'hui vraiment se développe de manière extrêmement importante. Et là, c'est très très important donc pour la population, parce que la population a besoin de vous, qui êtes donc les spécialistes dans ce domaine. Alors, docteur Chatigre, oui. Est-ce qu'on a aujourd'hui suffisamment de spécialistes dans ces je vais dire, ces deux spécialités, l'ORL et la chirurgie de la face et du cou? En fait, en Côte d'Ivoire, on est quand même l'un des rares pays d'Afrique de l'Ouest qui a une quantité assez importante d'ORL, mais en fait, ce n'est pas suffisant dans la mesure où ces spécialistes-là sont sur trois grandes villes de la Côte d'Ivoire. On n'a que Abidjan, où il y a le maximum d'ORL. Ensuite, on a la ville de Bouaké. Et ensuite, on peut dire dans 3 ou 4 petites villes de la Côte d'Ivoire, notamment Yamoussoukro, San Pedro, toutes les autres grandes villes de Côte d'Ivoire sont dépourvues d'ORL. Donc en fait, le pays a encore mal fourni dans cette spécialité-là. D'accord. Mais la Côte d'Ivoire par rapport à d'autres pays, vous l'avez dit, est quand même en pole position. Ah oui, je crois qu'il n'y a que la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui dénomment plus d'une 50aine d'ORL actuellement formés. D'accord. Alors vous, je l'ai vu, vous êtes chercheur en anatomie. Oui. Ça c'est une nouvelle spécialité dans les ORL, c'est ça? Effectivement, nous sommes le seul ORL qui est anatomiste. En fait, nous sommes les deux. Mais l'anatomie est une spécialité de la médecine qui existe depuis un certain temps. C'est l'étude du corps humain. Mais était plutôt réservé à certains médecins qui étaient cantonnés dans les laboratoires, qui ne faisaient pas de l'anatomie, de la recherche clinique. Et maintenant, nous avons décidé d'embrasser cette spécialité-là aussi, de faire de la recherche afin d'améliorer les connaissances et pouvoir mieux pratiquer cette spécialité-là sur le sujet qu'on appelle sujet cadavérique. D'accord. Alors, professeur Adjouarit, vous avez dit que la spécialité donc, a beaucoup évolué. Exactement. Aujourd'hui, comment vous êtes organisé dans le monde francophone? Comment est-ce que vous êtes organisé ORL? Donc, comme je vous l'ai dit, la Société internationale francophone est indépendante de la Société française d'ORL, et cette société regroupe l'ensemble des sociétés nationales et des ORL du monde francophone, afin de pouvoir bien sûr passer en revue la spécialité, les forces et les faiblesses de la spécialité, afin de pouvoir donc progresser. Alors, ceci étant, pour parler des faiblesses, effectivement, en commençant peut-être par ça, il y a effectivement des problèmes de structure, des problèmes de la formation, même des problèmes de la formation théorique et pratique, des problèmes d'infrastructure, des problèmes de matériel didactique, des problèmes d'équipement dans les hôpitaux, des problèmes même de faiblesse dans la formation, dans la subvention au niveau des formateurs, dans la recherche aussi. Et j'avoue que tout le courant de notre formation, c'est véritablement un parcours difficile et même, j'allais dire, un épuisement financier et physique des praticiens, surtout des enseignants qui sont obligés même de chercher les investissements afin de pouvoir donc, par exemple, se déplacer, aller dans les congrès scientifiques, aller dans les séminaires, faire les cours de perfectionnement. Et donc, nous remarquons aussi qu'il y a une diminution de l'attraction pour les jeunes qui viennent, les jeunes, parce que ce sont des spécialités assez fines et assez difficiles et longues dans la formation. Et donc les jeunes ne sont pas très enclins à y aller. Quand vous devez rentrer au bloc pour un concert et faire 5, 6 heures, 7 heures dans un bloc opératoire,
Ce n'est pas toujours évident. Et donc, les aspects aujourd'hui sont multiformes parce que les pathologies avancent, les éléments qui entrent dans la prise en charge des patients élevés, les patients aussi, sont de plus en plus démunis. D'accord. Face à cela. Vous avez dit les pathologies avancent. On a de nouvelles pathologies c'est-à-dire que le problème, c'est que les personnes venant tard à la consultation arrivent à des stades tardifs, ce qui fait que ce n'est pas toujours évident pour nous de faire face dans cette prise en charge, d'autant plus que, bien sûr, les coûts, la population n'arrive pas à faire face très souvent aux coûts des prestations. Des prestations. D'accord. Vous avez, en termes de faiblesse, vous avez énuméré pas mal de facteurs. Est-ce que cela impacte sur vos prestations vis-à-vis envers la population? Ben, je peux vous dire que malgré ça, les ORL font preuve de beaucoup de prouesses, que ce soit en public ou en privé, dans leur formation, dans leur pratique de tous les jours, beaucoup de prouesses pour pouvoir arriver à satisfaire. Malgré le manque malgré tous les manques de matériel, tous les manques qui sont chroniques. Oui. Mais avec ce qui est là déjà, nous arrivons à faire quelque chose. Et c'est pour cela que d'ailleurs nous sommes toujours à l'écoute au niveau de nos hiérarchies différentes pour que les moyens, les matériels, tous les éléments soient mis à votre disposition. Il est vrai que de plus en plus la technologie évolue. Aujourd'hui, on fait de la chirurgie endonasale, on n'ouvre plus le visage, on prend par le nez, du nez, vous pouvez vous retrouver même à la base du cerveau, par du matériel flexible. Vous pouvez, avec le microscope, pour opérer dans l'oreille, vous pouvez aller très très loin et naviguer. Et aujourd'hui, il y a même la chirurgie robotique qui est en train de s'organiser dans la spécialité aussi. Donc, ce qui fait que vraiment les enjeux deviennent importants. Les forces aussi sont là parce que le personnel médical, les paramédicaux, il ne faut pas les oublier, les paramédicaux avec les orthophonistes, les audioprothésistes, eh bien tout cela fait que nous mettons en face donc des patients vraiment un plateau technique que nous essayons nous-mêmes d'améliorer le plus possible et de se former encore plus pour pouvoir donc avancer. Et c'est là aussi que nous avons le besoin de nous regrouper dans ces sociétés savantes. D'accord. Alors vous avez cité ces corps de métier, vous avez parlé d'orthophonistes. Les orthophonistes, oui. Ils sont issus de la même formation que ce sont des paramédicaux. Paramédicaux. Une formation de 3 ans, qui a commencé d'ailleurs depuis 3 ans à l'INFAS, l'Institut national de formation des agents de la santé, afin de pouvoir faire les rééducations et de pouvoir prendre en charge les troubles du langage. D'accord, c'est des bons points, hein, Dr Chatigre, pour l'évolution donc de l'ORL et de la chirurgie de la face et du cou. Oui. Dans le monde francophone. Oui, c'est des très bons points. Déjà, avec l'amélioration des moyens diagnostiques, c'est-à-dire avant les diagnostics étaient faits tardivement et peut-être même pas faits parce que nous n'avions pas l'endoscopie. Étant donné que nous travaillons dans une sphère qui est plus ou moins cachée, notamment toute la partie qui se trouve derrière le nez, qu'on appelle le cavum, nous n'avions pas la possibilité d'explorer cet espace-là correctement et un peu plus bas au niveau du larynx. L'exploration se faisait de façon difficile. Maintenant, avec l'amélioration de toute la technologie, les moyens diagnostiques, nous faisons des diagnostics qu'on ne faisait pas avant facilement, et ce qui fait que l'ORL se développe beaucoup. Du point de vue diagnostique et même thérapeutique, avec la chirurgie endoscopique qui a pris vraiment une ampleur importante maintenant dans notre région. D'accord. Alors, vous avez donc décidé de vous arrêter un temps soit peu pour voir un peu, jeter un regard sur votre profession. Oui. Il y a eu de l'évolution, il y a des faiblesses, il y a des forces, mais il y a des défis et des enjeux, je dirais, fondamentaux pour ces différentes spécialités. Et ça sera donc très très bientôt en Côte d'Ivoire, avec 3 sociétés savantes. Les sociétés savantes, on peut citer donc... la Société mondiale, c'est la Société internationale francophone d'ORL qui regroupe tous les ORL donc, dans le monde francophone. Mais il y a des subdivisions. La partie donc africaine, qui est la société africaine, enfin la société d'ORL des pays francophones d'Afrique,
et la société ivoirienne d'ORL, qui est la société locale qui va accueillir donc l'ensemble de près de 700 à 800 personnes qui vont certainement arriver dans cela. Et donc nous allons avoir deux grandes parties, une partie scientifique, et ce qui est nouveau, nous allons concomitamment avoir une partie humanitaire. Une partie humanitaire. Oui. Il s'agit de quoi? Alors, vous savez que déjà depuis un certain temps, avec la société ivoirienne d'ORL et avec un regroupement aussi de certains d'entre nous dans l'Organisation ivoirienne pour la parole et l'audition, qui est une ONG de sensibilisation et de dépistage de tout ORL, avec la Fondation ORL aussi, qui est une ONG aussi de formation, d'amélioration de la formation, eh bien nous faisons des dépistages, nous faisons des sensibilisations des populations. D'accord, donc à cette occasion-là, vous allez organiser des dépistages pour les populations. Oui, c'est-à-dire que pendant que la partie scientifique va se passer, donc d'une part à l'UFR des sciences médicales et au laboratoire d'anatomie normale, avec des cours de dissection de l'oreille, des cours de dissection de la région cervicale. Et là, donc, le 8 et le 9 juin, ensuite, le 10, le 11 et le 12 juin 2023, à l'Université internationale de Grand Bassam, nous allons avoir les sessions scientifiques avec les conférences, avec des communications libres, avec des lectures, des tables rondes, sur tout un ensemble de sujets concernant la spécialité. Et bien, pendant que cela va se passer, nous allons aussi aller à l'espace culturel Jean-Baptiste Moquet. Nous allons avoir là des consultations gratuites, des soins, des explorations gratuites et un petit rassemblement d'éléments culturels de notre pays, puisque nous allons recevoir énormément d'étrangers. Et donc voilà, nous pouvons donc un peu faire cela. Et je crois que dans le cadre même des activités de la Société internationale francophone d'ORL, nous, très souvent, ces petits moments de partage avec les populations existent, mais cette fois-ci, nous voulons vraiment en faire quelque chose d'un peu plus. Donc, nous avons déjà rencontré un certain nombre d'autorités au niveau de la ville de Grand Bassam, notamment le président du conseil régional, le président Akawele, qui nous a vraiment donné des conseils très très avisés pour que nous puissions réussir cet élément-là. Et au niveau aussi de la mairie de Grand Bassam, nous sommes vraiment en contact pour que les populations, même depuis Aboisseau, Beaunois, vont certainement arriver à là et bénéficier de ces consultations gratuites, de cette spécialité et entendre parler un peu de ce problème de d'ORL, qu'est-ce que c'est, quelles sont ces pathologies. Ce sera l'occasion de parler à des spécialistes, de poser donc les problèmes, de faire des consultations gratuites, comme vous l'avez dit. Tout à fait. Et je pense que c'est une très très bonne occasion donc, pour toutes les populations, qu'on soit donc dans cette région. Quand nous faisons même ces séances humanitaires, c'est des personnes qui viennent naturellement, mais je peux vous dire qu'on trouve à peu près 25 à 30% de problèmes de santé. Waouh! Alors qu'ils étaient tranquillement chez eux, ils étaient dans leurs occupations. Ils ne se doutaient de rien, et puis bon, voilà que... Alors, vous avez parlé donc de deux étapes importantes avec Dr Chantier Grisha. Oui. La première partie, avant donc le véritable congrès, qu'est-ce qui va se passer? Alors, en prélude du congrès, le 8 et 9 juin, il y aura des séances de formation et de pratique pour les spécialistes et surtout les jeunes spécialistes afin de pouvoir maîtriser les nouvelles technologies et d'apprendre, de parfaire certaines techniques chirurgicales. Alors cette étape-là va se dérouler à l'UFR, à l'unité de formation et de recherche des sciences médicales d'Abidjan, qui est au sein de l'université Fesco-Boigny. Quel est l'intérêt justement de former ces jeunes peut-être même pas forcément que des jeunes, même des praticiens chevronnés, mais qui n'ont pas l'habitude de certaines techniques, dans la mesure où on aura l'opportunité d'avoir au cours de ce congrès des grands spécialistes du monde qui sont très pointus dans les spécialités, notamment dans la chirurgie endonasale. On aura l'un des meilleurs chirurgiens français
de cette nouvelle technologie qui sera présent, qui nous fait déjà l'honneur, le plaisir d'être présent lui-même pendant ces 2 jours-là. On aura également les plus grands chirurgiens de l'oreille qui seront présents au cours de ce congrès-là et également des chirurgiens pointus de la face et du cou. Donc nous nous sommes dit, voilà une occasion qui a été donnée à la Côte d'Ivoire dans la mesure où on est l'un des rares pays qui dispose d'un laboratoire d'anatomie véritablement équipé afin de pouvoir faire de la chirurgie expérimentale et apprendre certaines techniques. Donc voilà, la Côte d'Ivoire a eu cette chance-là. Les Africains ont eu également cette chance-là de pouvoir côtoyer tous ces grands spécialistes-là et d'avoir sur place des structures pour apprendre ces techniques-là et pratiquer. Voilà pourquoi est-ce que ces séances de formation là se dérouleront à l'UFR des sciences médicales d'Abidjan. C'est véritablement l'intérêt, permettre aux jeunes et même aux anciens qui ne maîtrisent pas ces techniques-là de pouvoir pratiquer et de côtoyer des grands spécialistes du monde entier. D'accord. Et après donc cette étape, on en arrive au congrès. Qui va donc permettre aux praticiens d'être plus aptes à s'occuper des populations. Et bien ensuite, nous allons nous retrouver le 10, le 11 et le 12 juin à l'Université internationale de Grand-Bassam, où nous allons là vraiment travailler sur le théorique et faire des communications, faire des tables rondes, des conférences sur tout un ensemble de sujets concernant la spécialité. Et même dans le programme, il est prévu que nous travaillons aussi, nous discutons aussi avec les spécialités voisines. Et même nous allons aborder des sujets comme l'ORL, la médecine et les problèmes médico-légaux. Nous allons aborder aussi les problèmes d'ORL et de traduits praticiens. Vous savez que oui, il faut bien que c'est une partie aussi de la médecine que nous ne rejetons pas. Et nous savons que les orifices ORL sont très appréciés justement par nos amis traduits praticiens. Parce que souvent on met des médicaments dans les narines, on ingurgite pas mal de choses. Donc nous allons discuter un peu aussi avec eux pour mieux se comprendre, toujours dans l'intérêt des populations. En vue d'une collaboration éventuelle? Tout à fait, il n'y a aucun problème. À partir du moment où on se met d'accord sur les bases scientifiques, il n'y a aucun problème. D'accord. Au-delà donc de la partie humanitaire où on aura donc la population, est-ce que cette population pourra assister à vos formations et aux différents travaux? Non, ça sera pour les spécialistes. Les spécialistes. Voilà, mais sur les lieux, de toute façon les lieux sont différents. Sur les lieux pour l'humanitaire, que je vois, vous avez vraiment beaucoup d'intérêt pour cela et ça nous va droit au cœur. Et ça va se passer à l'espace Jean-Baptiste Mouquet, qui est l'espace culturel Jean-Baptiste Mouquet. Nous allons avoir des sensibilisations sur les problèmes de santé de la spécialité. Et nous allons essayer de présenter les problèmes de la spécialité de manière, j'allais dire, plus simple pour les populations. Ensuite, on les prendra pour les différents examens d'ORL. Et pour ceux qui auront des saletés dans les oreilles ou des bouchons de cérumen, on va laver les oreilles, quelquefois peut-être les lavages de nez aussi. Et puis, on pourra faire un peu l'état auditif pour voir ceux qui entendent, ceux qui n'entendent pas. Et tous ceux qui seront identifiés comme ayant un problème de santé ORL seront dirigés vers les services de consultation d'ORL de nos structures de santé publiques. D'accord. En tout cas, nous nous réjouissons en même temps que vous de ce développement de cette spécialité d'ORL dans le monde francophone. Mais en même temps qu'on se réjouit, en même temps qu'on se pose la question, est-ce que les coûts sont abordables des différentes prestations dans nos différents hôpitaux pour les populations? Écoutez, abordable, je peux vous dire que ce n'est jamais suffisant. Je prends une prestation quand on est du côté des médecins, c'est trop important quand on est du côté des populations. Mais sachez que, quoi qu'il en soit, quel que soit le coût, on essaie et en fonction du lieu, que ce soit en public ou en privé, et de donner aux populations le meilleur de nous-mêmes et vraiment avoir une qualité de soins pour vraiment... c'est surtout ça. Que c'est pour ça d'ailleurs que
nous mettons cet accent très important sur la formation, sur le renouvellement des connaissances, sur le renforcement des capacités qui deviennent de plus en plus techniques, c'est vrai, avec Internet et tout ça. Et donc, quel que soit, c'est vrai que le coût est un facteur important, mais ce n'est pas un facteur limitant complètement des soins que nous donnons aux populations. Comme on le dit, donc, la santé n'a pas de prix. Même si elle a un coût. Même si elle a un coût tout de même. Allez. Ce sera votre dernier mot, professeur? Alors, moi, je voudrais vraiment lancer un appel, bon, bien sûr, vers nos autorités et que nous remercions. Nous allons continuer les informations, nous allons continuer de les approcher pour qu'elles puissent nous encadrer comme elles le font d'habitude dans ce genre de rencontres scientifiques. Comme nous allons recevoir effectivement des confrères étrangers et lancer un appel à tous nos confrères de la spécialité ORL, bien sûr, mais aussi des spécialités voisines et même des médecins, pour venir aussi s'enrichir à la source de l'ORL, et lancer un appel aux populations de profiter de cet espace humanitaire pour vraiment venir, j'allais dire, faire un peu l'état des lieux de leur CORL. Voilà, je pense que ça va être aussi, en plus d'un élément scientifique majeur, une fête aussi. Merci. De retrouvailles. Bien sûr. En tout cas, merci à vous, docteur Chatrig Richard. Oui. Alors, je rappelle que vous êtes ORL et chercheur donc en anatomie de la tête et du cou. Merci d'avoir été là, merci pour toutes ces informations. Beaucoup. Merci également à vous, professeur Adjoa Reid Pascal. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire otorino-laryngologie et chirurgie de la tête, de la face et du cou. C'est bien ça. Merci. En tout cas, merci donc pour toutes ces informations. Et puis on se donne rendez-vous donc pour ce 18e congrès pour la population et également pour les spécialistes. Tout le monde donc absolument. C'est la fin de ce numéro d'Hebdo Santé. Merci à l'équipe de réalisation et à vous qui l'avez suivi. J'aurai plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour un autre numéro, toujours sur Média.